Je suis déjà venu il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. J'en reconnais certains. Il y avait beaucoup moins de monde la dernière fois. Donc je m'appelle Nicolas Franquet. Je code depuis 15 ans. Je code toujours. J'aime coder. Malheureusement, je suis obligé de gagner ma vie, donc je suis consultant SAP jour. Oui. Mais je fais pas du SAP, hein, par contre, je fais Ibris, plateforme de commerce, qui est basée sur Java et Spring. Voilà. Et puis la nuit, voilà, je code, je prépare mes talks, je prépare mes cours, j'écris des bouquins, je prépare des articles. Bref, je m'éclate. Je pense qu'on est tous dans la même situation. Ah, ouais, désolé. Donc je travaille pour Ibris. Ibris, c'est une plateforme d'e-commerce. Qui c'est qui connaît Ibris ici d'ailleurs? Personne connaît Ibris, c'est dingue. Le nom, alors le nom c'est déjà pas mal. Qui connaît Nespresso? Nespresso utilise Ibris pour sa plateforme d'e-commerce par exemple. Donc si vous commandez par mobile ou par site web ou par n'importe quel des canaux, vous allez utiliser Ibris. C'est basé sur Java et Spring, c'est pas. Bon, je suis enregistré donc c'est tout. Qui connaît Spring? Bon, ok, voilà, super. Donc je pense que vous connaissez bien Spring. J'ai commencé Spring il y a 7 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et c'était vraiment fantastique quand on devait faire des objets, c'était bien. Enfin, bref, quand on devait faire du Java en général, ça permet de faire des trucs plus rapides. Par contre, il y avait toujours le problème, moi, quand je faisais un projet Spring, c'est que quand je démarrais un projet Spring, je devais faire mon pod là-bas, parce que je suis fan de Maven. Je ne sais pas que je déteste, on va pas parler. Je ne parle que de Maven. Donc moi, quand je devais crafter mon pod avec ces petites dépendances, ça me fallait facilement entre 1 ou 2 journées pour un pod tip-top, clean, sans des dépendances supplémentaires. Et puis après, j'ai appelé l'équipe de développement pour dire c'est bon, je peux commencer à coder. Donc les gens de Spring ils se sont rendus compte de ça et ils ont fait Spring Boot. Donc si Spring c'est le poulet avec tous les petits ingrédients, Spring Boot c'est le poulet déjà tout cuit. Vous avez juste à rajouter la petite dose. Vous utilisez déjà Spring Boot, je n'ai pas besoin de continuer. Voilà, donc commençons sur la configuration et c'est rapide. Alors le talk que j'avais fait c'était sur l'actuateur de Spring Boot. Qui c'est qui l'a utilisé? Qui c'est qui l'utilise? Qui c'est qui l'utilise? Ok. Qui c'est qui ne l'utilise pas? Non mais les Suisses souvent ils se prononcent pas et tout. Qui c'est qui ne sait pas du tout ce que c'est? Ok. Alors rien que pour ça utiliser Spring Boot, typiquement ça vous permet d'avoir du monitoring sur vos projets. Avec un coup zéro, pour rajouter la dépendance et grâce justement à Spring Boot et à l'auto-discovery, ça vous donne des fonctionnalités, des endpoints HTTP. Vraiment très très bien. Et donc d'un côté on a Spring Boot, bonsoir, et de l'autre côté nous avons Kotlin. Kotlin qui est un langage proposé par JetBrains depuis déjà quelques années. Vous avez pu, si vous n'étiez pas au courant, peut-être maintenant vous l'êtes, puisque maintenant que Google supporte officiellement Kotlin pour Android, si vous avez regardé les Google Trends, ça a eu un gros pic à un moment. On a au moins entendu parler de Kotlin le nom. Qui c'est qui code déjà un petit peu en Kotlin? C'est cool. Quelques avantages de Kotlin. Déjà, c'est open source. Ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui qu'ils ont mis Java chez Eclipse, mais c'est quand même bien sympathique. Ensuite, l'équipe est en train de se développer. Donc, au départ, ils avaient fait en sorte que Kotlin compile sur la JVM en bytecode. Maintenant, ils supportent le fait que Kotlin compile en JavaScript. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut l'utiliser pour faire du JavaScript. Mais en tout cas, ils ont été déflagués côté expérimental, donc ça veut dire qu'ils le supportent assez bien. Et demain, vous allez pouvoir faire du natif également. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire quasiment ce que fait Scala aujourd'hui, et peut-être encore mieux. Je décris facilement Kotlin comme du Scala plus simple. J'ai eu une expérience avec Scala, une illumination. J'ai fait le cours de l'EPFL. Je l'ai trouvé très bien. Je ne code plus Java de la même manière, mais j'ai trouvé que le langage
Il y a trop, quoi. Quand je veux coder, je ne vais pas faire des maths, je ne vais pas trouver la relativité quantique. Donc j'ai un gros problème avec Scala. Donc effectivement, si vous êtes des fans de Scala, je pense qu'on va s'amuser à avoir des débats longs et difficiles. Mais voilà, c'est mon point de vue. Après, si vous aimez Scala et que ça vous convient, très bien. Malheureusement, la plupart des équipes que j'ai eues, et je travaillais dans l'administration, par exemple l'État de Genève, il y a des choses que je ne mettrais pas dans les mains. Mais Scala, c'est hors de question. Kotlin, beaucoup plus, parce que justement, Scala ouvre des possibilités. Kotlin vous donne plutôt des bonnes pratiques. Permet de coder tous de la même manière. Alors rapidement, justement, ils n'ont aucun problème, le team Kotlin n'a aucun problème à dire qu'il s'est largement inspiré de Scala et d'autres langages. Donc, de la même manière que Scala, Kotlin, c'est à la fois implémente l'OOP et l'AFP, hein, c'est bien ça. Il est typé statiquement. Un gros avantage par rapport à Java, et même par rapport à Scala, c'est qu'il y a des types différents selon qu'un type puisse contenir des valeurs nulles ou pas. Et ça change la vie. Donc le type string, si vous avez une variable de type string, elle ne peut pas être nulle. Si vous avez une variable de type string, point d'interrogation, elle peut être nulle, donc ça veut dire faire attention. Et donc ça, c'est le compilateur qui le vérifie. Donc à moins que vous codiez vraiment très mal, vous n'allez plus avoir de NPE au runtime. À moins que vous interagissiez avec des API Java, et ça peut arriver par exemple sur Android. Parce qu'il faut bien faire attention. Bon, à part Java, plus personne ne fait des checks d'exception, donc Kotlin pas plus, hein, on n'a que des runtime. Un truc super smart aussi, mais là aussi c'est de Scala. Vous pouvez avoir des arguments qui sont nommés, super pratique, et avec des valeurs par défaut, ce qui vous évite de définir 15 constructeurs ou 15 méthodes avec toutes les potentielles combinatoires que vous vouliez. Vous en faites une seule, puis vous donnez les valeurs par défaut, puis c'est la fin. Donc les lambdas, on n'en parle pas. Les fonctions d'extension, j'ai une slide après parce que c'est vraiment très bien et rien que pour ça aussi il faut l'utiliser. Et surtout, en fait, Kotlin, ça a été développé par l'équipe de JetBrains pour pas réécrire leur IDE, mais pour justement supplémenter l'écriture de leur IDE. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas reporter from scratch avec un nouveau langage. Ça veut dire qu'ils voulaient conserver leur base de code qui est de quelques millions de lignes et de rajouter des fonctionnalités petit à petit ou de migrer petit à petit. Donc, il y a un truc qui est vraiment important, c'est que c'est 100% compatible avec Java, soit dans un sens, soit dans l'autre. Vous pouvez appeler facilement du Kotlin depuis Java et vous pouvez appeler facilement du Java depuis Kotlin. Ce qui n'est pas vrai pour Scala, parce qu'ils n'ont rien à foutre, c'est pas leur contrat. L'intérêt principal pour moi, c'est typiquement avec les fonctionnalités des extension functions, par exemple. Donc, je vais parler des extension functions maintenant, parce que c'est vraiment ça qui rend la chose intéressante. Typiquement, vous avez un type, par exemple string ou date en Java, et vous voulez rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas prévues par la librairie. Qui n'a jamais eu ce besoin? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous créez votre classe string utils ou date utils. Quelle chance! Ou alors, si vous êtes un petit peu feignant et que vous connaissez bien les librairies, vous prenez Guava, Apache Commons, whatever, et vous avez plein de petites méthodes statiques qui vont agir sur l'objet. Et là, on se rend compte qu'en fait, des méthodes statiques, c'est pas super orienté objet quand même. Bon, alors, ça peut être un point de détail, c'est pas grave, on a l'habitude, et puis on peut. Mais quand même, au bout d'un moment, ça fait tiquer. Surtout qu'on dit que Java, c'est un langage orienté objet, alors que la plupart du temps, c'est une procédure à l'améliorer. Bon, whatever. Donc, si j'ai une méthode string utile, j'agis sur l'objet. En fait, ce qu'on va faire en Kotlin, c'est qu'on va magouiller. À la fin, ça va être la même chose au niveau du bytecode. Par contre, la manière qu'on va l'utiliser, c'est qu'on va définir une méthode sur un type existant, même si la classe est final. À la fin, ça va compiler en classe utilitaire avec une méthode statique, machin. Mais par contre, au niveau de la tête que ça va avoir, vous allez pouvoir appeler cette nouvelle méthode ou cette nouvelle propriété directement depuis n'importe quelle instance de la classe. Et donc ça peut être défini dans un fichier, par exemple, et dans ce cas-là, la fonctionnalité sera, la méthode sera disponible uniquement dans ce fichier, ou vous pouvez le faire de manière globale. Bref.
pouvez avoir une vraie vision orientée objet de votre code. C'est beaucoup plus fonctionnel que Java. Donc Java, qui c'est qui fait des streams aujourd'hui? Ouh, c'est trop bien les streams. Hein. Donc on a une collection, pouf, on en fait un stream, pouf, on le retransforme en collection. Bon, on peut le comprendre après. Ils devaient gérer la backward compatibilité. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ma collection ait directement des méthodes pour gérer la programmation fonctionnelle direction sur elle. Donc ça, et tout ça rend ça beaucoup plus expressif. Donc un petit code, Hello Kotlin. Donc du syncretic sugar, on n'a pas besoin de semi-colonne. Alors oui, en Java, normalement, le point virgule permet de séparer les instructions. Comme ça, on peut avoir plusieurs instructions sur la même ligne. Et qui met plusieurs instructions sur la même ligne? Personne. Donc on est redondant. On a un retour chariot plus un point virgule. Donc autant de toute manière ne pas le faire. Aussi, toujours par rapport aux méthodes statiques, la méthode main. La méthode main, elle est vachement orientée objet quand même. Hein. C'est la base de l'orienté objet, la méthode main. Oui, parce que le problème, c'est que Java, c'est un langage orienté objet, mais finalement, tout n'est pas toujours orienté objet. La méthode main, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, Java vous force à avoir une méthode qui associe une classe dans tous les cas. Si c'est pas orienté objet, il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas faire entrer un cube dans un trou. Donc une fonction, elle peut être associée à rien du tout. Elle se balade directement à la racine. Là, c'est une fonction même, elle est associée à rien du tout. Si vous faites un peu du ML, ça va vous faire plaisir. Les types, ils sont à droite et les noms des variables, ils sont à gauche. Comme ça, vous pouvez copier-coller. Bon, c'est juste une petite gymnastique à apprendre. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, c'est comme ça. Et là aussi, merci Scala, inférence de type. Si je déclare une variable entre double quotes, on sait que c'est potentiellement une string. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Donc c'est pas la peine de dire string Toto est égal à hello world. Bref, que du bonheur. Voilà, donc ça, les extensions, rien que pour ça, rien que le fait d'attacher des fonctionnalités à un type qui existe et qui est en dehors de votre périmètre, il faut essayer Kotlin. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai raconté. Bon, j'ai un peu trop parlé là. Je fais un petit peu de démo. Alors, déjà, la première chose, c'est ça. Et la première chose qu'on va sur le Spring Initializer, c'est que déjà, Kotlin, c'est un citoyen de premier ordre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de magouiller. Spring vous propose déjà l'intégration avec Kotlin out of the box. Ça fait plaisir. Donc j'ai généré mon projet, etc. Ça marche aussi dans IntelliJ, hein, si vous faites un new project avec le Spring Initializer. Ça marche aussi direct ici. Hein, je ne sais pas ce que vous utilisez de manière préférentielle. La ligne de commande aussi, il y a un petit utilitaire qui s'appelle Spring, qui permet de générer des projets et puis de lancer des web services sur Go directement en ligne de commande, ils le font aussi. Donc c'est supporté out of the box. Donc là, je l'ai fait, je l'ai téléchargé. Mon POM, il est déjà bien configuré pour utiliser Kotlin. D'accord, donc tout va bien. Et là, j'ai mon application qui fonctionne out of the box. Donc comme je vous l'avais montré, j'ai une fonction main qui se balade dans une classe. Et par contre, j'ai besoin d'avoir toujours une classe annotée Spring Boot Application. C'est du Spring Boot standard, sauf que c'est en Kotlin. La seule différence par rapport à Java, c'est que le main, il n'est pas dans la classe. Il est juste... Ouais. Ok. Alors, on peut zoomer légèrement. Encore? Ouais, ok. Je peux zoomer légèrement. Ça va mieux comme ça? Ouais, ok. N'hésitez pas à me faire des remarques. On n'est pas nombreux, donc c'est la fête. L'ordre est important entre la définition de la classe et la fonction. Niet. Il y a un petit problème encore que je n'ai pas réussi à résoudre. En fait, cette classe, cette fonction, elle va se retrouver, comme elle est rattachée à aucune classe, elle va se retrouver attachée en fait
au fichier compilé. Et ce fichier compilé, il va s'appeler Kotlin Demo Application Content.class. Donc l'intégration là avec IntelliJ, elle déconne un peu, donc je suis obligé de dire que je veux lancer Kotlin Demo Application.kt dans la configuration Spring Boot. C'est pas très grave, mais parfois ça fait perdre un peu de temps en se disant mais ça marche pas. Si on a, petite question. Oui, Si on a une seule ligne, ça, est-ce qu'on peut faire comme ça là, je mets oui, une on pause, peut tout faire. Je vais vous le montrer. Oui, ok. On va faire ça, enfin je vais le faire, donc vous allez être tranquille. Donc je vais commencer à faire un Hello World. Et là, je vais faire une classe Hello World. Hello Controller. Donc, je vais en faire un contrôleur ou un REST controller. Et là, je vais faire ma méthode. Donc, une méthode, c'est fun. Ah, drôle. Ok. Et on dit hello. Et en fait, je me prends la tête pour rien parce que je crois que j'ai déjà tout codé. Voilà. C'est plus rapide. Et là, je me suis montré, donc je fais hop. Voilà. Là encore, si vous n'avez jamais vu de Kotlin, c'est pas très violent. Si vous avez fait du Spring Boot, vous voyez REST Controller, donc ça s'applique à la classe. Vous voyez une méthode qui s'appelle Hello, elle a un request mapping de Hello. Donc si je compile tout ça, et que je fais ici, hop, Hello, ah, mais qu'est-ce que je fais? C'est plus. Voilà. Donc ça ne change pas grand-chose. Alors, monsieur, une question. Oui, mais là, alors là, ce que je vous ai dit, là, on fait un return d'une chaîne de caractères et on dit qu'on retourne une chaîne de caractères, ce qui est un peu stupide, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Un compilateur un peu basique peut comprendre. Donc, effectivement, quand je peux changer ça en expression body, et normalement, j'ai une petite magique, donc la petite magique n'existe pas. Je vais faire ça. Et donc, je peux transformer ça en one-liner. Et ça fonctionne toujours. Ok. Donc, pourquoi? Parce que là, ici, j'ai un return qui renvoie une chaîne de caractères. Le bloc peut être plus loin, c'est pas le problème. C'est juste que là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'accolade pour comprendre ça. Donc, il vaut mieux avoir un one-liner. Je peux transformer ça en expression body. Et ici, ce que je vous disais tout à l'heure, le compilateur, en fait, il n'est pas trop débile. Donc, si je peux dire que le type il est optionnel. Et là, on dit merci à IntelliJ qui maintenant me dit en plus que le type c'est string, même si moi je ne l'ai pas écrit. Il l'infère et il l'affiche. Et ça, c'est assez récent. Parce que la dernière fois que j'ai fait la démo. Ok. Bon, facile, tranquille. Faisons un nouveau contrôleur maintenant pour faire de l'interpolation de string. Contrôleur. Donc ça, c'est du grand classique. Je passe un paramètre, un passe param, je veux le récupérer et l'afficher. En Java, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je vais concaténer mes strings et ça va être trop fun. Ici, on a une interpolation de string. Donc directement, on peut faire un waiting ici. Ah, personne ne s'appelle Boris. Ça parce que justement, à Odessa, il y a un mec qui me disait tout le temps bonjour parce qu'il s'appelle Boris. Et ça marche aussi avec Yvon, bref. Rien d'exceptionnel, mais ça simplifie grandement la vie. Typiquement, si vous avez des logs, etc., vous pouvez faire la concaténation de ces strings, c'est vraiment pénible. Là, vous avez directement le truc. Bon, un peu plus loin encore. Greeting, welcome. À partir de là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des paramètres par défaut et des paramètres nommés. Donc là, c'est un grand classique. J'ai une classe qui s'appelle welcome, certes, et elle a deux paramètres de type string. Sauf que quand
C'est pas dans le même... Ah oui. Alors, première chose. Donc je peux déclarer plusieurs classes dans le même fichier. Ça a l'air bête comme ça. Mais quand vous avez du code qui est super concis, d'avoir 15 000 fichiers OR, c'est super pénible. Autant mettre les classes dans le même fichier. Là aussi, on n'a rien inventé, hein, ce qu'elle a fait déjà. Les visibilités par défaut, c'est public. Je n'ai pas besoin de l'écrire à chaque fois. Là, j'ai les publics, là, ce machin-là, la visibilité par défaut, c'est public, c'est un package. Donc, par contre, bien sûr, on a la visibilité private et une visibilité interne. Donc, je disais, ici, hein, je vais avoir... Voilà, je passe deux strings. Donc, imaginons que je n'ai pas la classe welcome sous les yeux, qu'elle soit dans une librairie externe, la perpète. Comment est-ce que je sais que le premier paramètre c'est le who et le deuxième c'est le what? Alors, vous utilisez l'intelligible, vous allez me dire, c'est sûr, ça c'est bien. Mais c'est récent encore. Et peut-être que tout le monde n'utilise pas intelligible. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut dire, on peut nommer les paramètres. Et surtout, à partir de là, c'est super fun, parce qu'en fait, l'ordre n'est plus du tout important. Donc, l'API Android, par exemple, est vraiment de super bas niveau. Parfois, il y a des méthodes où vous avez les 4-5 paramètres de même type, de type string. Vous connaissez plus encore, c'est pas toujours ça. Là, avec Kotlin, vous êtes sûr pas vous autres. Paramètres par défaut. Hein. Donc, si je ne suis pas obligé d'avoir un constructeur qui prend un who, un constructeur qui prend un what, et un constructeur qui prend un who et un what. D'ailleurs, ça ne pourrait pas marcher si j'ai un constructeur de type string avec un constructeur qui prend qu'un string, mais c'est pas grave. Donc là, par exemple, par défaut, mon constructeur, si je ne définis pas de deuxième paramètre, le deuxième paramètre sera automatiquement welcome. Donc si je welcome Maurice, paramètre par défaut, c'est welcome. Là aussi, donc, comme c'est du Spring Boot, automatiquement c'est du REST. Et c'est réalisé en Jazz. Et maintenant, par contre, si je vous passe un what spécifique, ici, hop, donc recompilation, restart. Et ça, c'est bien pratique. Donc, quand vous avez 15 versions de votre méthode qui est surchargée, ça évite ça. Ok. Bon, les gens qui font du Scala, ils sont un peu blasés, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais les gens qui font du Java, généralement, ils aiment bien. Alors, je vais prendre maintenant, on va faire... on fait du Spring Boot, donc on fait quoi en Spring de base? C'est quoi le premier avantage de Spring? L'AOC, alors on va faire un peu d'IOC. Hein. Donc on va créer un service, on va créer un repository. Et puis comme je suis très feignant, moi j'aime pas coder. Hein. Enfin j'aime bien coder, mais des trucs intéressants. Donc j'utilise Spring Data JPA où j'ai directement tout qui est fourni. Donc ici en fait j'ai un Spring Data JPA dans mes dépendances et au runtime il va me créer les implémentations, les findall, les machins. Qui c'est qui fait du JPA pur sucre là? Personne ne fait du vrai JPA à la main, bien chiant. Cool. Si? D'accord, mais quand vous devez coder votre select étoile from, vous le codez. Vous écrivez select étoile from, vous utilisez l'API Criteria, vous faites Criteria. Bon, vous devez quand même écrire des trucs, quoi, c'est chiant. Bah, Spring Data JPA, vous codez. Donc là, la méthode, elle va m'être implémentée directement en runtime, ça c'est super. Alors, comment je vais faire pour injecter mon service dans mon contrôleur? En fait, dans Kotlin, le constructeur et la définition de la classe sont intimement liés. Parce que généralement, en Java, c'est séparé, certes, mais l'intérêt il est faible parce que la plupart du temps, vous avez un unique constructeur. Donc en fait, on prend la tête pour rien. Donc en fait, ce qu'on peut faire ici, on peut définir un private val, welcome service. Alors, private, comme son nom l'indique, ça va être un attribut privé, donc il n'y a que le welcome controller qui pourra l'utiliser. Le val, ça veut dire que on ne pourra pas le redéfinir par ailleurs.
Donc si vous faites du Spring aussi, un truc qui me fait que je hais dans la manière de coder du Spring basique, c'est on crée un contrôleur ou un service, on crée des attributs, on crée des getters et des setters dessus, puis on injecte dessus. Alors que c'est une dépendance, c'est qu'en fait, elle ne va jamais changer après. C'est pas très intéressant. Donc là, au moins, ça vous fixe une manière de coder, et la manière de coder, c'est voilà, c'est du val. Et là, on se pose la question de savoir est-ce qu'elle doit changer ou pas. C'est pas une vraie propriété, c'est juste une dépendance. Une dépendance, elle ne change jamais au cours du cycle de vie de l'objet. Oui. Donc, et private, on ne va surtout pas l'exposer. Et à partir de là, on va faire hop, on va accueillir tout le monde. Voilà. Hop. J'ai oublié quelque chose? N'hésitez pas. Hein. C'est pas clair. Ah oui, bah oui, alors là, faut pas trop regarder. Hein. Ils ont essayé, mais ça prenait la fille. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une grosse saloperie. Voilà, not a manage type. Qui ne suit pas? Ici, j'ai oublié de dire que c'était une entity. Ah oui. Et là, j'ai oublié de dire que c'était un ID. On s'en fiche, on s'en fout. Et donc maintenant, je peux réussir. Et finalement, il n'y a pas des experts JPA. Et là, oh, mais que se passe-t-il? Alors, les experts JPA, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est la grouille, hein. Donc si vous lisez les specs JPA, il faut un constructeur sans argument. Mais ça, c'est dégueulasse, quand même. Parce que JPA, pour travailler, ils me font l'air mon beau design que j'avais fait avec amour. Bon, bah alors ok, donc je vais devoir dire que potentiellement le type il peut être nul. Hein. Et puis là, moi je peux le laisser par défaut, mais je peux aussi faire la même chose. J'ai pu être nul par défaut. Non, mais comme il m'énerve, je suis vraiment très énervé. Je suis donc maintenant ça marche de nouveau. Mais je suis vraiment mécontent. Si on a répondu, Alors si je peux. Alors on laisse le point d'interrogation. Sur le premier. Alors, déjà, ce que je peux faire, c'est ça. Je sauve. On déploie. Attends. Donc là, ça marche. Ok. Par contre, là, je crains qu'il gueule. Hein. Non. Il gueule pas parce que finalement, c'est à l'exécution, c'est pas à la compile. Donc à la fin, qui est welcome, c'est bon, mais moi je suis quand même pas super heureux de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Exact. Alors si. Ouais, mais en fait, comme j'ai des valeurs par défaut, il a créé un constructeur qui va bien. Il crée la combinaison des constructeurs derrière. Parce que tu as des valeurs par défaut. Ouais. Donc qu'est-ce que je peux faire, hein, moi, pour avoir un bot? Moi, je suis pas content de ça. Donc en fait, et c'est là qu'on commence à voir que Spring et Kotlin, c'est pas très smart, mais en fait, si. Parce que justement, il y a des gens qui se sont posés la question. Il y a des gens qui se sont posés la question, et là, je me souviens plus de ce qu'il faut mettre. Ça va être un plugin. Oui, plugin. Il n'est pas celui-là. Hop. Je vais regarder ceci. Et je me souviens qu'il faut mettre ici. Je me souviens plus, c'était Snapshot Register, Kotlin Compiler. Non. Oui, JPA. C'est pas si évident que ça. Donc, dans le compiler Kotlin, en fait, je peux aller en fichier
des extensions supplémentaires, une dépendance supplémentaire. Donc il y a une dépendance qui s'appelle noarg. Cette dépendance noarg, ça veut dire qu'au moment de la compilation, il va, en fonction de certains critères, créer un constructeur supplémentaire sans argument, mais il va la noter synthétique. Synthétique, c'est une instruction de la JVM qui va dire qu'en fait, elle ne va pas être disponible au niveau du code, mais elle va être disponible au niveau de la réflexion. Donc, si vous faites une réflexion sur la classe, vous trouvez le constructeur. Si vous ne faites pas de réflexion, si vous l'appelez directement, il va vous dire finissez. Et après, derrière, parce qu'on est vraiment des développeurs feignants, plutôt que de définir exactement oui, sur quelle classe, avec quelle annotation ça doit s'affecter, on lui dit bah, JPA, il sait qu'en fait c'est tout ce qui est entity, il va le faire, et point. Okay. Donc maintenant je reviens vers mon welcome controller, je reviens à ce que j'avais fait au départ, parce qu'il ne faut pas déconner, moi j'étais content avec ça. Hein, c'est moi le boss quand même. D'accord. Et voilà, et ça marche. Et ça, c'est plutôt smart. Non. Ouais, c'est plutôt magique, mais c'est smart. Hein, bah, c'est comme Spring Boot. Ça marche, donc on est content. Bref, donc ça marche pas mal. Après, moi, il y a un truc que j'aime pas dans ce code-là, c'est que, bon, voilà, REST controller, je suis obligé de l'avoir, entity, je suis obligé de l'avoir, mais service, je suis pas obligé de l'avoir. C'est uniquement parce que on fait de l'auto-discovery de la notation. Ça, j'aime pas trop. J'aime bien les trucs explicites. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est séparer les choses qui sont obligées d'être scannées, les laisser dans un répertoire, et puis les choses que je peux ne pas scanner, les déclarer de manière explicite. On peut faire ça. Alors, je vais taper config. Hein. Donc c'est classe. Une configuration. Tac. Et je la définis comme @configuration. Et là, il me dit, Et là, encore, il vient me casser les noisettes. Il me dit, les classes qui sont annotées avec configuration vont être sous-classées, donc elles ne peuvent pas être final. Et là, c'est un problème de conception. Enfin, c'est un problème de conception. C'est un parti pris des développeurs, de l'équipe Kotlin qui a dit, en fait, par défaut, toutes les classes, elles vont être final. Toutes les méthodes vont être final. Et c'est uniquement si on dit qu'elles sont open, qu'elles vont pouvoir être sous-classées ou overridées dans les classes enfants. Exactement l'inverse de Java. Java par défaut, c'est ouvert, et il faut dire final. Bon, bah non, je vais faire plaisir pour l'instant. Je vais mettre dedans le REST controller. Comment je vais faire? Je vais faire la chose suivante. Je vais dire admin fun controller qui va retourner un welcome controller qui lui a besoin d'un welcome service, donc j'instancie un welcome service, qui lui a besoin d'un welcome repository, et là j'ai le droit de le passer ici en paramètre. On est d'accord? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, même chose, c'est une méthode, donc hop. Web. Plutôt web. Ok. Donc je vais créer un nouveau package qu'on va appeler auto, où on va mettre tout ce que je veux qui scanne automatiquement. Donc l'application, il y a des annotations, c'est ça qui va me faire le premier niveau. La Kotlin config, je vais la mettre dedans. Je vais créer un nouveau répertoire, un nouveau fichier dans lequel je vais mettre ce que je veux qui scanne automatiquement, donc l'entité. Qu'est-ce que tu veux
metadata par qui scanne automatiquement. C'est jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il scanne automatiquement tout déjà. Non. Alors, je vais finir mon petit code parce que j'ai qu'un cerveau. Donc, ça, d'accord, en fait, il scanne à partir du niveau du Spring Boot Application. Ok. Ça évite de scanner tout l'espace. Donc, il va scanner uniquement ce qui est dans le package by jetconf auto. Oui. Scanner, c'est compiler. Non, auto-scan. Quand il va faire, quand au départ, il va au run. Non, quand on va lancer l'application. Ok. Pourquoi tout à l'heure ça fonctionnait si bien? C'est parce qu'en fait, au démarrage de l'application, il allait scanner, il voyait que là il y avait un truc REST controller, il voyait que là il y avait un truc add service, il voyait qu'il y avait add entity, il voyait qu'il y avait une repository. Donc tout ça, il disait, ok, bah, je vais créer des bins, etc. Tu parles du runtime, là, tu le fasses tout seul quand tu rajoutes. Bah non, justement. Ce qui m'énerve, c'est que moi, là, par exemple, cette classe, je ne vois pas pourquoi elle serait dépendante du framework Spring. Pourquoi je vais annoter une classe qui n'a rien demandé avec une annotation propriétaire au framework Spring? Moi, je veux que mes classes elles soient le plus indépendantes possible. Si on fait de l'injection de dépendance pour être le plus indépendant possible, et on va se remaquer avec Spring. Donc, il y a des trucs, Spring Data JPA par exemple, cette classe-là, bah, j'ai pas le choix. Forcément, j'hérite. À la classe entité, j'ai pas non plus le choix de pas la scanner automatiquement, c'est la norme JPA. Mais par exemple, mon repository, mon service, pardon, bah, j'aimerais faire ça. Et mon REST controller, j'aimerais l'instancier explicitement ici. C'est ma volonté, hein. Après, on peut me dire que oui, mais les annotations, c'est pas si grave que ça. Moi, j'aime pas les annotations. Si je peux m'en passer, je vais les lire. Ça rentre comme visible quand même. Là, on va voir. On peut débattre là-dessus. En l'occurrence, dans ce cas-là, oui, parce que je vais avoir des trucs que je vais scanner automatiquement, des trucs que je ne vais pas scanner, ça va être un peu une brouille infâme. Mais ça va illustrer mon propos sur justement l'intégration entre Spring Boot et Kotlin. Mais moi, je suis pour l'injection explicite. Si vous faites du Scala, il y a un mot-clé qui s'appelle implicite. Je crois que les gens qui l'ont trouvé, ils ne pouvaient pas être pire que ça. Les gens qui ont trouvé le mot implicite, c'est tout ce que je hais dans l'informatique, c'est implicite. Le client, il a des trucs dans sa tête, c'est implicite, donc il ne les dit pas, donc après, il n'est pas content. Moi, je veux. Mais le code, c'est la même chose, je veux être le plus explicite possible. Et pour moi, quand tu as l'adaptation, tu vois explicite. Ça, il y a des débats aussi sur les entités. À quel moment on commence à avoir plus d'annotations sur les entités que du web. Il y a Lucas Seder qui est très fort là-dessus, il troll à mort sur les annotations. C'est vrai que sur les entités JPA, j'ai donné des annotations, mais en général, je préfère mettre la partie JPA dans du XML. Après, voilà, c'est des manières de coder. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'aimerais bien, c'est ça. Puis comme c'est moi le chef aujourd'hui, on va faire comme j'ai décidé. Argument d'autorité. Je vais renommer mon fichier, je vais l'appeler welcome, comme ça en plus ça va donner l'eau à ton moulin. Je vais avoir un welcome dedans et un welcome dehors. Là, c'est bien incroyable. Ouais, alors, ouais, par contre, le test, faut pas bourrer non plus. C'est une démo. Hein. Ok. Donc, ici, j'ai mon Spring Boot application qui est la racine de mon scan. Ici, j'ai ma configuration, il va la prendre en compte. Ici, j'ai ma classe d'entité et mon repository. Donc ici, j'ai mes classes normales, normalement. Maintenant, par contre, il faut que je change de classe. La classe d'application, elle a changé de package. Donc, je vais la mettre là. Et je la relance. Et donc, normalement, si j'ai bien, même sans test, si j'ai bien pas trop fait de grouille, il devrait se passer la même chose. Je ne comprends pas les annotations. Ton contrôleur, tu peux le dire. Ah bah alors, malheureusement, non. Alors ça, par contre, c'est une annotation. Alors en fait, il ne va pas l'auto-scanner. Par contre, je suis obligé de la garder, sinon il ne sait pas que c'est un REST controller. Ah. Alors ça, c'est un... Donc, je ne peux pas hériter d'une classe. Tu as dit que c'était un bitstring. De toute façon, tu n'es pas dans l'auto là. La classe que là, c'est pas ça. Non, elle n'est pas dans l'auto. Et c'est pour ça que je fais un new welcome controller. Ah oui, en Kotlin, il n'y a pas de new. Par défaut, c'est le nom de la classe. Donc là, je fais un new explicit, et je mets un welcome repository. Aussi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup dans Spring, c'est qu'on va faire
on va déclarer 4 fonctions, donc on va déclarer, je déclare une fonction qui retourne un contrôleur, je déclare une fonction qui retourne un service, je vais les injecter les unes dans les autres. En fait, on casse l'encapsulation. Sur votre code, vous avez tous des champs privés que vous ne pouvez pas voir, mais dans la Factory Spring, vous laissez tous vos bins que n'importe qui peut appeler. Donc moi, j'essaye d'avoir des bins fermés, même pas des bins anonymes, pas des bins de plus. Ça fait du sens aussi. Donc, et ça marche. J'ai rien changé. Mais maintenant, c'est moi qui suis en contrôle du maximum d'instanciation que je peux. Ça va encore? Ok. Ce qu'on peut faire maintenant, au niveau du contrôleur, je peux vous montrer comment on peut faire, je sais pas, welcome controller. Voilà. Okay. Voilà. Je peux vous montrer peut-être comment on peut commencer à faire des trucs fun avec des donc welcome wrapper, avec de la programmation fonctionnelle. Donc en fait, au lieu de renvoyer une liste de welcome, je vais renvoyer un truc un peu plus fun. Donc je vais renvoyer, donc là je vais mapper avec l'index. Je vais créer à partir d'un welcome, un welcome wrapper. Je vais prendre un enhance welcome qui va avoir comme paramètre un welcome et index. C'est juste pour vous montrer comment on peut faire de la programmation fonctionnelle en Kotlin. C'est la même chose en ce cas-là. Par rapport à Java, on évite de passer dans le stream et puis de revenir après dans le collect. Le map index par rapport au map simple, c'est que voilà, il y a un paramètre supplémentaire, c'est l'index. Donc si on a besoin de gérer en macréno, c'est pratique. Et c'est exactement ce que je fais ici. Welcome, il est déclaré. Alors il est déclaré juste là. Ah, j'ai pas pu. Ah, ça a fait rouge, peut-être que ça n'a pas marché. Non, ça marche. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Alors, oh, ben oui, mais alors attendez, il faut que je fasse mon collect sur la map, et c'est compliqué. C'est vrai que c'est un petit peu. Donc après, par contre, le pendant, c'est que sur les collections, il faut connaître toutes les méthodes. Alors, les fonctions, parce que c'est toutes les fonctions qui potentiellement sont disponibles sur les collections. Mais c'est pas mal. Alors, j'en suis à 3/4 d'heure, ce qui est normalement la durée de mon talk. Je peux vous faire le syndrome de la démo, c'est-à-dire je peux essayer de vous montrer quelque chose, parce que vous savez qu'avec Spring 5, on va avoir une intégration avec Kotlin qui est encore plus forte, notamment sur tout ce qui est réactive programming, sur les flux. Pas les réactifs programmés sur les flux. Mais, sans aller jusque-là, en fait, on a un DSL qui permet de transformer cette classe de configuration là. On a quand même encore des annotations. Ce qui là me choque moins, parce que c'est vraiment de la configuration pour Spring. Donc ça me choque moins, mais on peut encore tirer ça. Qui c'est qui est d'accord pour que je fasse une petite démo de remplacer cette merde par un truc en Kotlin, Smart, classe. Moi j'ai envie un petit peu chiant encore juste avant. Oui, j'ai déjà remarqué que c'était un peu chiant. La différence entre les deux welcome, là, tu pourrais juste la redéfinir, parce que là, moi je mettais welcome et c'est vrai que... Alors, ok, alors ici je peux faire un welcome implicite. C'est deux fois la même chose, non? Non. C'est pour ça que j'en ai... Ah non, c'est juste les fichiers sont nommés de la même manière. Ils font pas la même chose. Mais les classes qu'il y a dedans ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que j'aimerais bien comprendre. Ah bon, ok, alors on peut l'appeler. Là, on peut l'appeler. Alors, ouais, alors on peut l'appeler. C'est aussi pour raccrocher. Welcome JPA, on peut l'appeler. Ça a l'air pas mal. C'est Welcome JPA, c'est un peu lié à JPA. Donc ça, ou alors Data. Welcome Data. Puis ça, on va l'appeler Welcome to c'est pas mal. Donc ça, c'est ton API en fait. C'est là que tu as défini ton API. Et là-haut, tu as défini tout juste ton JPA. C'est ça en fait. Tu as le modèle et là,
Ouais, alors en fait, je l'ai pas séparé selon des critères smart, je l'ai séparé sur qu'est-ce qui est auto-scanné et pas auto-scanné. Je l'ai séparé selon des critères techniques, pas fonctionnels. Mais effectivement, je vois que ça t'embête un peu, donc je l'ai renommé Welcome Data, c'est mieux. Welcome JPA. Ça passe. Ça passe. Ok. Ouais. Ton enhance welcome que tu as montré avant, Ouais. tu as un champ welcome Mhm. que tu et ça te rend tout et ton what, mais Alors. dans la représentation de JSON que tu avais, le champ welcome n'apparaît plus. Alors justement, c'est là où j'étais très très fort, et c'est une très bonne remarque. En fait, comme il est privé, personne n'y a accès. Il n'y a pas de getter et de setter. Il est privé. Et donc justement, ce que j'ai fait pour éviter d'avoir deux niveaux d'imprécation, d'avoir un int et puis après avoir un welcome qui a un who et un what, je voulais tout en râteau. Okay, donc j'ai fait cette petite magouille là. Par contre, je peux faire la chose suivante. Voilà. Et là, j'ai la structure mappée pile poil. Mais ça, c'est du Spring Boot standard. Hein. Il va aller grailler en faisant des getters et des setters. Par contre, si je fais un private ici, là, voilà. Non, j'ai plus que ça. Donc, comme c'est un private, il n'a plus de getter et de setter. Si j'ai un var, il a un setter. Si j'ai un val, il n'a qu'un getter. Enfin, c'est plutôt bien gaulé ça. J'avais la même question. Var, val, c'est qui quand ça là? Oui, c'est exactement la même chose. Donc val, c'est une valeur immutable, et var, c'est une valeur mutable. Ce qui n'empêche pas que dedans, hein, bien sûr, on peut avoir des getters et des setters dessus. Ce qui fait que, après, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Quoi. Tu peux pas ignorer, changer la référence. Ouais. Voilà. Alors, avant de faire le Kotlin DSM, là aussi, je suis un petit peu emprunté, comme on dit, sur ma configuration, parce que j'ai dû mettre open. Ça me casse les noisettes. Moi, j'aimerais bien que ça soit géré tout seul. Tu vas faire du Java. Non. Eh bien non, cher monsieur. Je n'en ai pas besoin. Je vais rajouter une dépendance. Donc pour éviter un mot-clé, on rajoute. Ouais, mais c'est une seule fois. C'est le pôle open. Et donc là, ça s'appelle string. Mais c'est du one shot après. C'est un peu piégé. Bah, c'est comme tout quoi. Hein. C'est comme les doubles. Hein. C'est un peu piégeux quand on Tu connaît peux le pas. code de quelqu'un en 2 secondes, rien qu'en rajoutant ça. Tout le truc. Je peux faire la même chose avec n'importe quel des projets que tu me proposes. Tu regardes. Donc, je suis en train. Ah, au début, Kotlin c'est génial, parce que tout est fermé par défaut, puis maintenant. Bah, le problème, c'est que Kotlin, c'est génial parce que tout est fermé par défaut, ce qui potentiellement n'est pas mon opinion, hein, mais on peut en discuter encore une fois. Par contre, bah, Spring, lui, il utilise des trucs qui doivent être sous-classés. Donc, bah, comment on fait? Bah, on fait de la config comme d'hab, mais par contre, on fait du one-shot. D'ailleurs, c'est le build qui le prend en compte. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis que j'ai changé le POM, IntelliJ, et là aussi l'intégration avec IntelliJ et Pond, il vous dit, bah, il n'y en a pas besoin. Pardon? Ils sont intimes, intelligents, et quelque chose. Là, c'est les mêmes. Sur d'autres classes, il ne va pas le faire, ça, parce que c'est pas discriminant, c'est ce qu'on a. Alors en fait, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc il y a un truc qui s'appelle All Open, et on va lui dire les annotations qu'il faut mettre. Par exemple, avec Mockito. Mockito, lui, on a besoin de sous-classer les classes. Okay, donc on peut lui dire explicitement, bah, une classe qui a telle annotation, enfin c'est telle annotation, toutes les annotations X, Y et Z, toutes les classes qui ont ces annotations, il faut les rendre open par défaut. Mais là encore, Spring, on a un petit raccourci, on sait que bah, les add bin et les add configuration, bah, c'est automatique. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin de rien faire. Ouais, j'ai déclaré un plugin et une dépendance. Parce qu'en fait, la dépendance, c'est pour le code, et le plugin, c'est la configuration. En fait. Pourquoi le plugin c'est une dépendance en plus? Quel code? C'est C'est la compilation, c'est une dépendance de la compile. du plugin. Ça, c'est une dépendance du plugin. Ça, c'est un plugin de build. D'accord? Donc, je peux rajouter une dépendance à un plugin de build. Ouais. OK? Et ça, c'est la configuration pour bien l'utiliser.
Ah, on est dans configuration OK. Maintenant, les classes qui ne sont pas utilisées par Spring, je ne sais pas, sont fermées par défaut. Ah, elles sont, bah, alors, par défaut, elles étaient fermées. Hein, on a vu qu'ils gueulaient si je ne les mettais pas ouvertes. Et là, en fait, ça open uniquement les classes que Spring a besoin qu'elles soient open. Donc, add pin et add configuration. Les classes, c'est limité. Uniquement celle de Spring. Parce que Oui. quand je dis all open, j'ai l'impression que c'est. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est du code. Ça, c'est le code du plugin. D'accord? Et ça, c'est la configuration. Mais ça sous-classe avec l'open. Tu fais pas du all open sur JPA maintenant? Ah, c'est pas la combinaison. C'est dans l'ordre alors. Non, mais parce qu'il sait que sur JPA, il n'y a rien à faire en. All open, ça va ouvrir certaines classes. Pourquoi pas? C'est ça que je dis. Parce que c'est comme ça. Ah ouais. Ouais, je vais devoir te demander. De la même manière. Bah, là, ça va juste donner la possibilité de créer des constructeurs noirs, de rajouter des constructeurs sans argument et d'ouvrir des classes final. Et si c'est pas activé, c'est pas activé. Là, ça active pour tout. Je crois que ce genre-là, c'est que pour les classes musicales en tant que là, tout ton code que tu as Alors, regarde. partout, c'est open par défaut là maintenant. On est d'accord? Ah non, on n'est pas d'accord. Normalement, ça devrait être autre chose. Je le redis explicitement. Voilà. Là, il y a une gueule dessus. Et ça, c'est normal. Normalement, il devrait me gueuler là-dessus. Alors, il faudrait faire un clean. Normalement, ça marche pas. Donc là, peut-être qu'il garde les. Si je supprime le out, target classes. Bah, c'est un projet Maven. Hein. Donc, ça doit être- Non, c'est parce qu'il ne confie pas là. bah, justement, c'est pour ça que je vais faire un VN clean. Ah d'accord, donc tu as mis all open, mais comme tu n'as rien mis dans les plugins au-dessus, Ouais. Ou alors, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est par défaut, il open tout, et ça me bêterait un petit peu, mais j'aurais appris quelque chose. Et si je le lance. Et sinon, la vérité est dans le code, et je regarde rapidement. Ah, voilà. Donc là, il ne pas. Le code est disponible, mais il y a la config, elle l'est pas. Non, c'est bien ce que j'ai dit. bah, donc du coup, c'est ce que disait Carly, JPA aussi alors. C'est open. Tout ce qui a été mis dans le compiler. S'il y a des classes de JPA qui nécessitent d'être open, Voilà. on va le faire. C'est En ça. fait, ce que Si on n'en a pas, il faut Oui, ça. mais Mais les entités, pourquoi elles devraient être open? Ah, non, en fait, c'est pour te dire, si jamais demain il y a un autre plugin qui s'appelle autre chose, qui a besoin d'être open, le fait de le mettre là avec l'open en dessous, ça l'appliquera derrière. En fait, ce qui l'embête, c'est que Oui. il ne sait pas Quel config quoi- s'applique à quelle exactement extension? quel config s'applique à quelle dépense. Alors, donc, si ça vous S'il s'appellerait JPA Noir, par exemple, ça me paraîtrait vachement plus logique. Non, parce que justement, il y a potentiellement peut-être d'autres bases de code, d'autres frameworks qui nécessitent d'avoir un truc noir. Donc, le truc, il est juste là pour créer des constructeurs sans argument. Donc, dans ce Et cas-là, après, il y a la configuration qui, elle, est spécifique. Donc, on sait que JPA, il va avoir besoin de ce truc-là, mais il va le faire que pour les entités. Donc, que pour les classes qui ont été annotées entités. Et là, Spring, on va le faire que pour admin et en add fait, configuration. c'est pas déclaratif. C'est pas que tu pourrais pas faire JPA virgule un autre truc. En fait, c'est pas déclaratif, c'est le nom du. Ah non, c'est le nom de la C'est fait config. comme Hein. ça. Ah oui, je Et suis Ce que je dis juste, c'est que si j'en rajoute une autre, elle aussi, elle sera all open s'il y a besoin. Si, Non. Mais une autre fois, je comprends pas. une autre librairie, si. Ce qui est moins évident, c'est Par que- exemple, on rajoute Mockito. Ok, bah non, ça va pas l'ouvrir. Ça va pas l'ouvrir parce que par défaut, la configuration Spring, là, elle s'applique pas aux classes qui ont besoin d'être annotées via Mockito. Non, par contre, ce qui est possible, c'est que là, tu voulais du all open sur Spring. Ouais. Peut-être qu'en fait, comme tu sais pas vraiment ce qu'il y a dans le code du Spring, peut-être qu'en fait, ça t'a rajouté du noir dessus aussi, en fait. Non. Comment tu peux le savoir, en fait? C'est juste ce côté magique qu'il y a derrière. Hein. Parce que je comprends, c'est que le nom de la configuration Spring est directement lié à Lié à la c'est dépendance. juste le nommage qui est pourri.
C'est ça en fait. En fait, il devrait s'appeler All Open Spring. C'est ça. ok. Mais non. Non, bah non, c'est ce que j'ai posé comme question tout à l'heure, on m'a dit non. C'est vraiment. Non. Ici, le All Open Spring ou en bas le All Open Spring? Au-dessus. Ah, au-dessus. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok. Oui, ok. Ok. Et ces configurations, elles sont. Ok, si je me trouvais définir une nouvelle configuration, je devrais le faire. Sans problème. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait, mais potentiellement, vu qu'on a le Maven noir, on peut définir la liste des annotations qu'on veut ouvrir. Donc, si JPA, ça vous semble un peu abscon, bah, vous pouvez définir explicitement Entity. Après, la syntaxe, je ne la connais pas. Et de la même manière, Spring, c'est une liste d'annotations, etc. De la même manière, je ne la connais pas. Mais vous pouvez le faire explicitement. C'est ce que je disais, si vous voulez faire Mockito, par exemple, et que vous avez besoin d'ouvrir Mockito, bah, vous allez explicitement utiliser telle ou telle annotation et dire, bah, ça, toutes les classes qui possèdent cette annotation, elles doivent avoir un constructeur. Ok. Donc, toi, il est moins dangereux que ce que je pensais. Non, alors, je suis d'accord que potentiellement il devrait s'appeler Open, All Open. Ouais. Il est scoopé. Mais voilà, s'il n'y a pas la configuration dessus, c'est juste un plugin à la compilation, donc après il fait rien. Hein. Il se déclenche. Exactement. Donc maintenant, je vais réessayer de relancer. Donc ce que je voudrais vous montrer à la fin, et là par contre, je ne vais pas m'embêter la vie, parce que je suis un gros feignant. Je vais faire un petit reset là. Voilà. Parce que la dernière fois que je l'ai fait à la main, ça n'a pas bien marché. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un snapshot, un repos snapshot. J'ai dit d'utiliser la version de Spring 5.00 build snapshot, parce que vraiment c'est tout frais. J'utilise pour dire que j'utilise la version du compilateur pour targeter une JVM version 1.8, parce que par défaut, c'est 1.6. Et maintenant, je peux définir mes pins. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas vu cette fois-ci? Je ne peux pas faire mieux que prendre le fils. Ouais, bah, je vais faire Ça prend de résoudre des dépendances. mais je suis sur Internet, sur AGN. Le casse internet. Genre, j'ai téléchargé un virus. Tu peux tous perdu. Ah ouais. D'être sur Internet. Parce que comme j'ai une dépendance snapshot, il l'a mise à jour et potentiellement il m'aura trouvé. Ah, Snapchat. Ouais, alors j'avais essayé la M2 ou la M3 et on m'a dit ah, mais non, ça marche pas. Ah ouais, d'accord. Bah, les install, hein. Ouais, bon, c'est bon. Bref, ils ont changé l'API. C'est pas grave. Typiquement, en fait, plutôt que d'avoir des annotations, on a un DSL Kotlin qui permet, via vraiment une manière typeset de gérer les choses, de définir des pins et de faire exactement ce que je faisais tout à l'heure. Le seul truc qui est un petit peu pénible, c'est qu'ici, au lieu d'avoir une variable qui s'appelle welcome repository de type welcome repository, j'ai un truc qui s'appelle ref. Mais en fait, le welcome service, vu qu'il a besoin d'un welcome repository, il sait qu'ici, il doit injecter un welcome repository. Donc, il va prendre le welcome repository qui est. C'est implicite, quoi. Alors, ça, c'est ça qui me passe un peu les Mais alors, je suis entièrement d'accord. Et si tu nommes le paramètre? Non, alors justement, on n'a pas le paramètre. Mais en fait, ta remarque, elle est super pertinente, ça me casse un peu les noisettes. Par contre, je me suis posé la même question. Avant, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un welcome repository, on nommait une variable, mais c'était aussi super implicite, l'injection. Donc, la différence, elle est super. La seule différence, c'est qu'en fait, dans un cas, on a une variable nommée, dans l'autre cas, on n'a pas de variable nommée. C'est la seule différence. Donc, ça me dérange un peu. Mais je suis d'accord. C'est.
Parce que comme il n'y a pas d'annotation, il n'y a pas d'injection. L'injection, elle se fait uniquement ici. Le constructeur du welcome service, il prendra un paramètre. Bah, c'est ça. En fait, ref, ça veut dire trouve-moi l'instance du type qui va bien et passe le ici. Tu ne veux pas dire welcome repository égale ref? Et pourquoi? Pour être explicite, ça soit plus joli. Ah comme ça? Nommer le paramètre comme ça? Regarde. C'est possible, c'est une bonne idée. Ça va. C'est pas mal. Ouais, mais ça marchait déjà pas avant, en fait. Donc, j'ai pas de souci avec ça, ça marchait déjà pas avant. On est bien d'accord, son petit nom, c'est welcome. Ah non, c'est repository. Voilà. Donc là, effectivement, il reconnaît bien que c'est le paramètre. Bon. Si ça vous va mieux, ça me va mieux. Je suis désolé, ouais, le peut-être il s'est fait, il aurait jamais dû se faire. Bref, donc je vous avais dit, un syndrome de la démo, c'était évident, il faut essayer, et parfois ça marche. La semaine dernière, ça marchait. Ce monsieur, c'est lui qui fait l'intégration Kotlin et Spring Boot. C'est Sébastien Deleuze, il est français, donc si vous avez des questions, des problèmes sur la RF, c'est pas si c'est l'avantage, c'est qu'il est super motivé, il est tout seul. Le problème, c'est qu'il est tout seul dans son push factor, il est de main. Donc, si vous voulez voir Spring Boot intégré, Kotlin continue à intégrer, il faut éviter qu'il y ait un accident. Donc, ce que je voulais vous montrer dans cette présentation, c'est que Spring Boot et Kotlin sont amis pour la vie, ils lovent, et ça va continuer comme ça tant qu'il y aura cette classe derrière. Vous avez vu que Groovy a été gentiment écarté de l'écosystème Spring de la vie. Donc, il est possible que Kotlin soit un remplaçant aussi. Ça, je ne peux pas m'aller là-dessus. Par contre, on est sur le Spring 5 Reactive. On voit que Kotlin va être normal. Alors normalement là, il y a plein de questions, mais vous en avez déjà posé plein. C'est cool, on va pouvoir discuter. Donc vous pouvez lire mon blog, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez donner plein de repos sur LinkedIn. Et le plus important, c'est que vous pouvez regarder le repository que j'ai utilisé. Il y a tout le repos de code que j'ai. Merci. C'est super, hein. J'en profite pour vous rappeler que dans 2 semaines, il y a de nouveau une session jeudi ici. Ce sera à propos de Android, on va faire du reverse engineering, des aspects sécuritaires, ça va être super intéressant, c'est Matos qui nous présente ça. Là, on va se servir à boire et à manger, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, parler, donc restez encore un petit moment. Et merci d'être là. Merci. Merci de votre accueil.